C'était vraiment une question de milieu parce que, donc, dans cet environnement où j'étais apparemment méchante... J'en reviens pas encore méchante. Oui, carrément. On me disait aussi que j'avais... Tu sais, parce que souvent, on va me poser un problème puis je vais trouver comme la solution super vite ou je vais trouver plusieurs solutions. Bien, puis on me reprochait de pas être... de pas suivre les autres, finalement, tu sais, que le chemin soit pas... J'arrivais pas à expliquer mon cheminement de pensée. OK. Puis... Mais ça, c'est-tu plus de la douance ou de l'autisme? Oui, ça, c'est vraiment la douance. Fait que... Ouais, fait que les gens étaient comme pas rendus où toi t'étais rendu. C'est ça, puis c'était comme, ben là, wow, nan. Puis je voyais des problèmes avant les autres parce que, tu sais, je sais pas, ma pensée en arborescence me faisait voir plein de situations potentielles. Ouais. Puis, ben c'est ça m'était reproché. Alors que là, ben c'est ça, maintenant, je suis entourée de gens qui trouvent ça génial et qui sont... Oui, parce qu'il y a des avantages à avoir une pensée en arborescence puis à faire des liens entre les choses. C'est juste après, il faut apprendre à expliquer le chemin. Là, qui ça, toujours... c'est un défi. Mais bon, ça se développe. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, re-bienvenue à ce fabuleux podcast qu'est La Talenterie, où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. Je vous rappelle qu'on est passé aux 2 semaines pour les prochains mois, étant donné qu'on a plein de projets excitants dont on pourra vous parler bientôt. Il y a d'ailleurs le projet de l'enquête sur les avantages sociaux, je me répète, mais c'est un projet d'envergure dans lequel mes collègues et moi, on a investi beaucoup de temps, beaucoup de cœur. Donc, c'est vraiment, si vous êtes en organisation et que vous avez un rôle RH ou que vous êtes un entrepreneur, ça vaut la peine vraiment d'aller vous inscrire. Je parle jamais de mes services, mais ça fait quand même quelques fois que j'en parle parce que je trouve que c'est à valeur ajoutée et en plus, vous pouvez participer tout à fait gratuitement. Donc, pourquoi pas répandre la bonne nouvelle? Là-dessus, on tombe dans le vif du sujet parce que j'ai hâte de vous présenter mon invitée que vous connaissez peut-être déjà parce qu'elle est très connue dans la sphère des RH. J'ai reçu Solène Métayer, qui est tellement inspirante, mon Dieu, puis que j'avais hâte de recevoir en vrai. On s'était parlé à quelques reprises. Je l'avais croisée aussi dans un parc, là, dans une rencontre d'entrepreneurs. Puis à chaque fois, c'était tellement un bonheur. Puis là, enfin, on a pu avoir une conversation en profondeur, toutes les deux. On a parlé de son dada comme sujet, qui est la neurodiversité, la neurodivergence. On a parlé plus spécifiquement d'autisme, comment elle le vivait en milieu de travail. Si vous écoutez d'ailleurs le podcast Les Neurodivertissantes, vous connaissez déjà Solène et ses complices. Donc, j'étais hyper, encore une fois, flattée de la recevoir. Puis, sans plus tarder, je vous la présente. Vous allez voir. Donc, pour ceux, les peu de gens qui la connaissent pas, Solène Métayer. Allô, Solène Métayer. Allô? Hey, t'as bien prononcé mon nom en plus. C'est tellement merveilleux. Les gens prononcent pas bien d'habitude? Non, d'habitude, les gens disent Métayer. C'est Métayer. Mais voilà. Tu sais quoi, je pense que ça fait assez longtemps que je te suis puis que j'entends parler de toi. Oui, ça doit être ça. Oui, ça a dû rentrer. Écoute, merci full d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente. Je suis sûre qu'il y a déjà plein de gens qui te connaissent parce que t'es hyper impliquée dans la communauté RH. On va faire le tour vite. Premièrement, t'es une blogueuse émérite. T'as publié plusieurs articles sur plusieurs blogs. T'écris beaucoup sur plusieurs thématiques, notamment sur la neurodiversité, qui est ton dada. Bien sûr. T'es consultante en neurodiversité pour ton propre compte, mais t'es aussi chez Collègues conseillère en expérience employée depuis quelques mois. Analyste expérience employée. Oui, c'est ça. Non, mais là, c'est ça. Ouais, c'est la mon terminologie. Analyste expérience employée. Voilà. Puis là, tu m'as dit que tu allais collaborer en plus avec Didacte. Oui. Tu vois, je prononce pas bien Didacté, par exemple. Donc, je vais écrire des articles pour Didacte qui me font l'honneur d'accueillir ma plume. Donc, je suis fort contente. Puis ça, c'est en plus de modérer le groupe Mes collaborateurs RH. On a parlé de toi, d'ailleurs, à l'épisode avec Mélina Roy. Effectivement. Où on te remerciait pour ton implication. Tout ça, ben, j'en profité pour saluer Mélina puis pour vous remercier encore une fois d'entretenir cette communauté qui crée tellement de valeur. Merci. Je vais mettre le lien vers l'épisode si jamais les gens l'ont pas entendu. Mais aujourd'hui, on va jaser d'un sujet qui m'allume particulièrement. On va parler de neurodiversité, particulièrement aussi d'autisme en milieu de travail.
Puis là, t'es la bonne personne pour en parler parce que t'es consultante là-dedans. Oui. Puis parce que tu sais de quoi tu parles, parce que t'es toi-même autiste. Effectivement. Dans la vie, puis tu l'as appris quand même tard aussi. Oui, je l'ai appris, j'avais 32 ans. Je savais déjà que j'étais douée, mais je voyais pas vraiment l'impact de la douance, par exemple, dans ma vie. Je me suis pas vraiment questionnée sur la question. Mais l'autisme, ouais, je l'ai cherché longtemps, ce diagnostic-là, puis je l'ai eu à 32 ans, il y a quelques années déjà, mais c'était assez tard. Oui, puis je sais que tu en as parlé quand même en long en large sur ton podcast, mais pour les biens de la cause, ça te dérange pas de me résumer un peu comme pourquoi c'était difficile avant d'avoir ton diagnostic? Qu'est-ce qui faisait que ça a été comme une confirmation puis une délivrance pour toi de faire comme, OK, tu sais, il y a un nom. Ben, je me suis toujours sentie un peu à côté de la traque, forcément. J'étais toujours un peu différente. J'ai su quand même très jeune que le non-verbal n'était pas ma force, mais vraiment pas. Donc, je savais que j'avais une différence, mais je n'arrivais pas à identifier laquelle. J'ai vu plein de psychiatres, de médecins, de psychologues qui n'ont jamais vraiment trouvé qu'est-ce que j'avais. J'ai eu plein de diagnostics, là. Tu sais, j'ai eu, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Que j'étais bipolaire, que j'avais un trouble de personnalité limite, que j'avais un trouble d'anxiété généralisée. Que j'avais un TOC. Tu sais, en tout cas, j'ai eu comme la tralée de diagnostics qui était jamais vraiment la bonne chose. J'étais comme, oui, ça marche, mais pas tout à fait. Et puis, finalement, comment je suis arrivée à l'autisme? En fait, je me suis toujours intéressée à l'autisme. Je voulais un ami Asperger parce que je me disais, ça doit être le fun d'avoir un ami comme ça qui parle pas avec le non-verbal. Je me disais que ça devait être simple d'avoir un ami Asperger. Parce que il n'y a pas de non-dit, en fait, c'est ça. Je trouvais que la description me plaisait bien. C'est sûr que c'était les préjugés beaucoup à l'époque. Oui, puis je pense qu'on ne dit plus Asperger, hein, si je me trompe non, c'est plus dans le DSM, qui est la Bible des diagnostics en santé mentale. Ça n'existe plus, mais c'est arrivé quand même très tard dans ma vie. C'était en 96 que l'Asperger a été inclus dans le DSM. Moi, j'étais au début du secondaire. Je commençais mon secondaire en 96. Fait que c'est ça. Fait que déjà, à cette époque-là, est-ce que tu avais des gens dans ta vie qui étaient autistes pour t'intéresser à ça? Absolument pas. Je sais pas d'où ça vient. Ben oui, parce que, tu sais, moi, j'ai un petit frère autiste, fait que j'étais quand même au courant, mais surtout, là, on se ramène, là, on a à peu près le même âge, là. C'était pas connu pantoute, fait que c'est drôle quand même que tu avais flashé sur ça. Puis vraiment sur l'Asperger, pas sur l'autisme, sur l'Asperger, parce qu'à l'époque, il y avait vraiment une différence. Mais bref, j'aurais pas pu avoir le diagnostic quand j'étais jeune, parce que ça existait pas. Oui, effectivement. Puis ensuite, ben c'est ça, j'étais trop différente. C'est sûr que ma douance vient jouer sur comment mon autisme s'exprime. Donc, ouais, c'est ça. Jamais personne n'a pensé à ça. Moi, je trouvais ça cool, mais je regardais dans le DSM, puis c'est pas moi. Tu sais, en fait, les critères diagnostiques sont basés sur des garçons. Moi, non seulement je suis une femme, mais en plus, plus ça allait, plus j'étais vieille. En plus, j'ai une douance qui vient tempérer un peu tout ça. Alors que souvent, des fois, il y a de la déficience intellectuelle qui est associée à l'autisme. Fait que ça vient peut-être brouiller l'image aussi qu'on peut avoir. Oui, ben c'est ça. Ben c'est sûr que ceux qui ont le plus de visibilité sont ceux qui ont le plus de difficultés à s'intégrer dans la société. Donc, forcément, c'est plus l'image qu'on a, mais ce n'est pas que ça. Mais l'Asperger aussi, on peut avoir un QI de 70 puis être Asperger. Là, donc, c'est pas à l'autre extrémité où est-ce qu'il y a une intelligence supérieure. Oui, en fait, ça n'a pas de lien, en fait. C'est ça. Des fois, il y a plus qu'un diagnostic en même temps, mais dans la réalité, il y a tellement... C'est un spectre, là, puis je suis pas spécialiste comme toi, mais tu sais, l'autisme, on entend souvent qu'il y a autant de façons de vivre l'autisme qu'il y a de... Qu'il y a de personnes autistes, c'est ça. Ben c'est ça, puis c'est pas lié à l'intelligence, pas du tout. Ouais. Donc, mais tu dis, OK, j'étais différente, je sentais, ça te dérangeait de nous raconter des exemples dans le milieu de travail, tu sais, juste pour que les gens réalisent à quel point c'est important d'être conscient de ce que peut vivre une personne autiste. Puis, tu sais, des fois, on n'est peut-être même pas au courant que nos collègues on se diagnostique. Donc, ben oui, mais peut-être que les personnes ne le savent même pas. C'est ça. Plusieurs à la voix adulte. Comment ça s'est incarné? Alors, c'est sûr que j'étais hyper directe. Je disais pas les choses avec des gants blancs, mettons. Je me rappelle de courriels que j'envoyais et je me faisais rencontrer assez rapidement après. Non, j'étais un peu directe, légèrement.
Mais en même temps, moi, je trouve ça beau parce que puis c'est sûr, dans la société, il faut apprendre à mettre des gants blancs, puis tout ça, Ouais. le travail, mais des fois, de juste dire les choses telles qu'elles sont, mon Dieu, que c'est... Je comprends que tu disais, je voulais un ami Asperger, tu sais, c'est relaxant quand tu le sais qu'il y a no bullshit, là. Oui, ben c'est ça. Je me disais, ça doit être le fun. Mais ouais, non, puis je comprenais pas qu'il fallait être gentil avec les gens. OK. Pour moi, c'était de l'hypocrisie, en fait, de changer la façon dont je disais les choses. OK. C'est vraiment, une fois que j'ai eu mon diagnostic, que j'aurais... En fait, non. À peu près en même temps, ouais. Que j'ai fini par réaliser, en fait, que c'est un moyen que les gens soient dans la bonne attitude, dans la bonne disposition pour recevoir ce que tu as à dire. Pour moi, c'était vraiment de l'hypocrisie. Ça m'a pris du temps à comprendre que non, ce n'est que je sais pas, un moyen d'avoir de l'influence, d'être entendu, d'être écouté aussi. Ouais. Donc, ouais, ça m'a pris du temps. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les néons. OK, puis dans les milieux de travail, on sait qu'il y en a c'est ça. beaucoup, là. Mon boss, à un moment donné, il disait que j'étais dans un salon parce que j'avais ma petite lampe avec la lumière jaune, chaude, Oui. qui venait un peu casser la lumière des néons. J'avais mes plantes, j'avais, tu sais... Ouais, t'avais besoin d'un environnement plus cosy, ouais. tu sais, plus... moins froid. En même temps, ça serait bon pour tout le monde, là. Ben, c'est ça. Là. Mais c'est exactement ce que je dis. Ouais. Pas cette fois-ci, mais je dis ça tout le temps, que les mesures pour les autistes, en fait, sont bonnes pour tout le monde. Mais c'est juste que moi, j'en ai besoin, ça m'est nécessaire, mais c'est utile pour la majorité des gens. T'sais. Fait que l'environnement, le bruit, je sais pas si ça t'affecte. Oui, je travaillais dans les aires ouvertes, j'étais brûlée. Mais brûlée! Ça n'avait pas d'allure. Ouais. Puis je parlais au téléphone en plus. Et boy! Ouais, puis j'imagine que tu as besoin quand même de beaucoup de moments de solitude. Parce que je t'écoute aussi à ton podcast. Ben oui. Fait que je sais pas juste parce que je prends des affaires, mais je répète ce que j'ai entendu de toi. Fait que si tu es toujours en air ouverte ou toujours au téléphone, tu n'as pas de moment pour décompresser après avoir été en groupe, ça doit être quand même difficile. Ben oui, c'est ça. Puis il y a la pression aussi de dîner avec les collègues. Tu sais, que je me forçais, mais ça me brûlait plus qu'autre chose. Là. Ouais. Fait qu'il y avait ça. Puis ça, les activités sociales au bureau, puis tout ça. Puis là, on parle de toi, mais tu peux parler aussi des autres personnes que tu connais ou tout ça. Est-ce que ça met justement... Est-ce qu'il faut être conscient que ça peut mettre une pression indue sur les gens après une journée de travail qui est déjà brûlante, tu sais, continuer à être toujours en groupe, puis... Oui, ben justement, sur les collaborateurs RH, cette semaine, il y avait une publication de quelqu'un qui veut faire organiser un voyage dans le sud pour les collègues. Oui. Puis tu sais que c'est tellement merveilleux pour faire du team building, puis là, j'étais mais en fait, parce qu'elle disait qu'il allait fortement qu'il allait faire pression pour que les gens participent, tu sais, puis que c'est le fun, puis j'étais attends, le minute papillon, c'est peut-être pas l'idéal pour tout le monde, tu sais. Oui, il y a les autistes, il y a les introvertis aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Juste une personne introvertie, ça peut être rochant, là, d'être une semaine avec ses collègues. Tu sais, quelqu'un qui a de l'anxiété aussi, ça peut être, tu sais, parce que ça implique de prendre l'avion, ça implique de changer des routines, ça implique d'être tout le temps avec tes amis. Ben, tes amis, oui, tes collègues. Ouais. Puis, ben, tu sais, ça veut dire aussi dans le sud, forcément, on va être en bikini, on va être en maillot de bain, donc c'est pas tout le monde qui est à l'aise. Moi, je peux te dire que je me baignerai jamais avec des collègues de travail de ma vie, genre, c'est sûr que non, ça n'est jamais arrivé, ça arrivera jamais. Ben c'est ça, fait que là, oui, moi, j'ai allumé parce que c'est sûr que, tu sais, en tant qu'autiste, c'est clair que j'irais pas, mais c'est un peu pour tout le monde, finalement. Mais c'est ça, l'inclusion, c'est de prendre n'importe qui, tu sais, de s'adapter à chacun, peu importe c'est quoi les besoins qu'il y a. Oui, ben, tu sais, parce que c'est un exemple tellement parfait, parce que c'est une bonne initiative qui est le fun, que plein de gens pourraient apprécier, peut-être même la majorité, mais c'est juste d'être conscient de ce que ça peut impliquer, puis de prendre le temps d'aller sonder les gens, puis peut-être juste de ne pas mettre de pression pour ceux qui veulent pas embarquer. Je pense que c'est surtout ça. Là. L'idée est super bonne, c'est juste que tu peux pas obliger les gens, puis tu peux pas mettre la pression pour que tout le monde participe, ça marchera pas, tu sais. Mais oui, c'est populaire. Quand G-Soft l'avait fait, mon Dieu, que ça avait été... oui, ça a été bon aussi pour la pub, là. Ben, c'est ça. Mais eux autres, ça a fait ça a fait le buzz, là, mais c'est pas mais pour tu tout le monde. vois, tu sais, c'est par rapport au fait d'être inclusif puis tout ça, tu sais, je pense qu'eux-mêmes ont retiré cette pratique-là parce que à un moment donné, quand t'es une jeune entreprise très homogène, que tout le monde a le même âge, tu sais, c'était des jeunes au début, tout ça, c'est plus ça fit plus. Mais en vieillissant, avec les gens qui avaient des enfants, tu sais, ou des styles un peu plus différents, tout ça, je pense qu'à un moment donné, ça devenait difficile là, de maintenir
cette pratique-là. Fait que de leur côté, je pense que ça s'est transformé en autre chose. C'est sûr que ça devait être... Tu sais, on s'entend, ça doit être le fun, un voyage payé par ton employeur aussi. Qui dirait non? Tu sais, moi. Mais c'est ça, exactement. Mais ça veut pas... Est-ce que tu penses que ça veut dire qu'il faut pas, par exemple, offrir ce genre de choses-là, ou c'est plutôt l'idée de pas mettre de pression? Parce qu'on exclut quand même, si on l'offre, puis les gens s'auto-excluent, tu sais, d'événements ou de 5... Mettons qu'on prend un 5 à 7, là, tu sais, c'est quand même plus standard, mettons. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses qui est la bonne approche? Tu sais, c'est-tu de quand même mettre en place des événements, mettons, pour la majorité, tout en considérant la minorité? Comment tu le verrais? Bien, je pense qu'il faut aussi considérer les besoins de ceux qui ont besoin de socialiser. Il y en a qui sont party-going puis qui ont envie de faire des 5 à 7 avec le monde de la job, qui ont ce besoin-là. Je pense qu'il ne faut pas les ignorer non plus. Donc, d'offrir la possibilité de un peu tout, en fait. Autant de retourner à la maison après la job que d'aller faire des 5 à 7, que ci, que ça. Il faut s'assurer de ne pas créer des clans, par contre. Donc, il faut faire du maillage pendant les heures de bureau de d'autres façons. Mais ouais, faut pas... Tu sais, c'est pas parce que tu as une personne autiste qu'il faut changer les pratiques de tout le monde. Non plus. Ben, jusqu'à un certain point, des fois, oui, dans le sens que, tu sais, d'avoir un regard plus compréhensif. Tu sais, il y a des notions, tu sais, d'éducation que peut-être tout le monde devrait, je pense, pour les personnes autistes, mais pour tous les types de diversité. On est beaucoup là-dedans, tu sais, ces temps-ci, je pense. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut garder des pratiques un peu pour tout le monde. Donc, pas juste, tu sais, pas tout mettre... Tu sais, c'est pas mieux si on met tout le fonctionnement de l'organisation en fonction de la personne autiste. Il faut s'adapter à tout le monde, finalement. Puis je pense que c'est... tu sais, parce que même la personne autiste, ça se peut qu'on... Tu sais, je pense au programme d'embauche pour des personnes autistes, par exemple. Ils vont se baser sur des préjugés sur un type d'autisme, puis ils vont mettre ça standardisé, mais ça va pas convenir à tout le monde non plus. T'sais. Tu parles comme les organismes qui accompagnent les organisations à ouvrir des postes, ce genre de trucs-là? Bien, il y a des programmes, surtout aux États-Unis, il y a des programmes faits pour embaucher des personnes autistes. Okay. Donc, non, il y en a aussi ici aussi, mais donc les pratiques de recrutement sont faites pour les autistes. Toute l'embauche est vraiment centrée là-dessus. Pardon. Puis c'est ça, en fait, c'est vraiment tout le processus de ressources humaines est basé et targeté pour les personnes autistes. OK. Mais c'est pas... Comment dire? Moi, je me retrouverais pas dans ces pratiques-là, par exemple. Oui, c'est ça. Parce que c'est vraiment pas fait... Tu sais, c'est pour un type d'autisme, une idée qu'on se fait de l'autisme. Et puis, ben c'est pas adapté à l'ensemble des... Ouais, par exemple, des tâches répétitives, claires. C'est ça. Que toi, clairement, je pense pas que ça te conviendrait avec ta douance, mais aussi avec toute ta créativité, ton envie d'explorer. T'sais, on le voit, là, t'es impliquée dans plein de projets. Oui. Fait que c'est sûr que je suis pas sûre que tu te triperais à travailler sur une chaîne de montage. Non, effectivement. Puis, mais il y a plein de choses comme ça que, tu sais, c'est pas adapté forcément à tout l'éventail qu'il peut y avoir en autisme. Ouais. Donc, c'est bien, ça fait ça fait des efforts. Souvent, en fait, c'est que ça va être dans le monde informatique, puis on n'est pas tous des bêtes d'informatique. Oui, aussi, c'est vrai. Oui, fait que c'est bien. Mais tu vois, ça, c'en est un préjugé. Ben on oui. dit, OK, ben les personnes autistes, souvent, c'est des programmeurs ou sont en l'air de leur ordi, puis là, sont full focus toute la journée sur leur chiffre. C'est pas nécessairement le cas, tu sais. Non, mais non, pas du tout. Pas du tout. Oui. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est ça. Puis, là, j'imagine que de trop aussi tout vouloir axer sur la neurodivergence, par exemple, mais ça met une pression sur les personnes qui sont neurodivergentes dans l'organisation, de dire, OK, on peut juste faire les choses normalement, puis me laisser de l'espace pour m'adapter selon mes besoins. Versus d'avoir une grande conversation toujours. Bon, ben là, OK, tu sais, Solène, elle est autiste, fait que dans le bureau, on va faire X. Oui, mais il faut pas mettre le projecteur sur les personnes concernées. Je pense que c'est plus ça, parce qu'on n'a pas toujours envie d'être sous le projecteur. Moi, je me mets beaucoup sous le fameux projecteur en question, mais j'en ai pas tout le temps envie. J'ai pas toujours envie d'expliquer le pourquoi et le comment de mon fonctionnement. Puis c'est pas le cas de tout le monde. Moi, je le fais quand même un peu, mais c'est un choix.
Ouais. On n'a pas forcément envie de le dire sur tous les toits qu'on est autiste. Ouais. Ça se peut qu'on n'ait pas envie de le dire, qu'on juge que même que ce n'est pas pertinent que notre employeur le sache, encore moins nos collègues. Donc, il y a plein de possibilités comme ça. Puis de tout mettre sur les épaules de l'individu en question, mais ça peut... je sais pas, c'est une pression de plus. C'est de l'énergie qu'on va dépenser à faire ça alors qu'on devrait travailler, tu sais. Ouais. Donc, en fait, on veut devenir un peu anonyme dans l'organisation. Donc, tu sais, que les pratiques qu'on soit dans une procédure plus d'inclusivité où chacun fait un bout de chemin et puis que, dans le fond, on s'adapte à l'individu. Puis, tu sais, qu'on ait besoin, par exemple, d'un horaire flexible, que ce soit pour parce qu'on est autiste ou parce qu'on a un enfant ou il y a plein de possibilités comme ça. Oui, ça revient à ce que tu disais tantôt, que finalement, ça bénéficie à tout le monde de laisser de l'espace, de la flexibilité. C'est beaucoup là-dedans. Je me souviens aussi, à ton podcast, à un moment donné, tu parlais d'un professeur, tu suivais des cours, puis tu lui avais expliqué que tu avais besoin de pause des fois, parce qu'il oubliait de prendre la pause. Puis, tu sais, justement, à un moment donné, il a commencé à y penser, mais les autres élèves étaient contents, tu sais, finalement, qu'il y ait quelqu'un... Parce qu'eux aussi, finalement, avaient besoin de pause. C'est juste qu'ils c'était moins présent, fait qu'ils le nommaient peut-être moins. Ouais, ben c'est ça. Ils pouvaient s'en passer, mais eux aussi étaient fatigués. Moi, j'étais comme... je puis fonctionner à la fin du cours, ça va pas. Ouais. Puis c'est ça, puis ce prof-là, à force de... Lui, là, il a comme un peu changé ses habitudes. Il a fini par se mettre une alarme. Puis je trouvais ça weird parce que j'étais contente qu'il mette une alarme. Ouais. Mais mais en même temps, c'est la moindre des choses. Pourquoi je suis contente? C'est comme ça devrait être la norme, tu sais. Puis surtout, c'est un programme en inclusion de la neurodiversité. Ben, pas de la neurodiversité, mais l'inclusion, l'équité, diversité, inclusion. Fait que, tu sais, j'étais comme, en plus, tu sais. Ouais, effectivement, là. Mais est-ce que tu sens justement qu'il y a de plus en plus d'awareness, puis que les gens sont un petit peu plus conscients de faire de l'espace, exemple, pour prendre des pauses, avoir des lumières plus tamisées, moins de bruit. Tu sais, est-ce que c'est des choses que tu vois de plus en plus? On n'est pas rendu là. Je pense on commence à être dans la conscience qu'on devrait fonctionner différemment, que il devrait... il me semble que j'ai quelque chose à penser, tu sais, puis que je pourrais m'adapter, mais on ne sait pas encore quoi. Et c'est un peu ça mon travail dans la vie, c'est de faire des formations puis de donner des conférences pour que les gens soient sensibilisés et sachent quoi faire. C'est un peu ça mon chemin de vie. Mais c'est ça. Je pense qu'on commence à dire, c'est vrai, il y a des gens différents, puis il y a des besoins différents. Il y a d'autres modes de fonctionnement qu'on peut faire qui sont bénéfiques pour la productivité de l'organisation, puis pas juste pour les personnes autistes ou neurodivergentes, là, pour tout le monde. Fait que, on commence à avoir une conscience, mais c'est... Ça fait combien de temps que tu fais ça? Parce que je sais que tu t'es impliquée dès l'université, tu as fait de la recherche, entre autres, puis tout ça. Ça fait combien de temps que tu baignes dans cette... Ben, j'ai eu mon diagnostic d'autisme en 2017. J'ai commencé à travailler là-dedans. Mon premier emploi en inclusion était en 2018, début 2018. OK. Donc, donc ça fait depuis 2018 que je suis dans le milieu. OK. Puis est-ce que ça fait pas si longtemps pour observer un changement? Mais j'en ai observé un, par exemple. Ah ouais? Ça a beaucoup changé depuis 2018 en 4 ans. Là. Ah, wow! Sérieusement, on parlait plus d'intégration, en fait, au début. Quand j'ai commencé, c'était beaucoup plus, on va créer des programmes juste pour les personnes autistes. On va faire un fonctionnement différent pour ces personnes-là. On va puis on nous parquait un peu dans un espèce d'enclos, finalement. Tandis que là, on va nous intégrer au reste, donc on va nous inclure, finalement. Ouais. On va ça va moins paraître la différence entre les deux. Il y aura moins de différence de traitement entre les deux. Donc, ça va... Mais c'est intéressant. Ça n'a pas rapport à ce que je veux dire, mais je m'étais entretenue dans une ancienne vie, j'avais un podcast avec un ancien employeur. Finalement, on n'avait pas fait l'épisode, mais avec une personne il y avait la maladie, Gilles Latourelle. La Tourette? La Tourette, oui. Mon Dieu. Puis il me disait, tu sais, je veux pas là, que tout le monde me mette dans un enclos, puis que les gens marchent. Tu sais, je veux comme c'est pas grave, au pire, je vais dire quelque chose, puis le monde va être mal à l'aise, puis on va rire, puis tu sais, il faut juste expliquer
que tu sais, je suis différent, puis moi, je réagis des fois de façon spontanée. Puis en tout cas, ça me fait un peu penser à ça. Lui, il voulait être intégré comme tout le monde, même si c'était quand même visible, tu sais, comme ben, handicap, c'est ça. là. Faudrait que, en fait, l'idéal, ce serait qu'on accueille les différences, peu importe. Tu sais, que j'ai même pas à dire, je suis autiste, puis qu'on m'accueille de la manière que. Mais ça implique que, tu sais, par exemple, que je parlais tantôt du fait que je suis trop directe. Ben, j'ai appris à dire les choses, tu sais. Toute vérité est bonne à dire, mais il y a une façon de le faire. Fait que, ça, j'ai dû, moi, faire mon bout de chemin pour apprendre ça. Mais après, c'est que je sois plus directe, il faudrait juste que la société soit. Ben, c'est correct, elle est plus directe. Ben, telle personne, elle va dire elle va avoir des tics. Tu sais. Donc, c'est d'accueillir la différence, en fait, qui devrait devenir la norme, parce que tout le monde est différent, finalement. Oui, bien, c'est ça. Puis, tu sais, c'est le point commun, disons, des différentes luttes, là, dans tout ce qui est l'arc-en-ciel de la diversité. C'est de dire, ben, à un moment donné, juste, je peux-tu être moi-même dans toute ma couleur? Puis ça, tu sais, c'est drôle parce que je trouve qu'on en parle de plus en plus, on fait beaucoup de place à ça, mais en même temps, on est encore, des fois, très intransigeant sur certaines manières qu'on devrait être comme socialement ou dans les organisations, là, tu sais, comme faut être, je sais pas, là, innovant, faut être telle affaire, faut parler, faut dire qu'est-ce qu'on ressent. On a beaucoup d'a priori qui met de la pression sur les gens, là. Je sais pas si toi, tu ressens ça aussi, qu'il y a comme une dichotomie. Ben oui. Ouais. Oui, moi, je la sens vraiment beaucoup, cette boîte-là dans laquelle on devrait être. Ouais. Puis, ben, c'est ça, je ne suis pas cette boîte-là, ne serait-ce que le temps plein. Tu sais, notre société, je sais pas, valorise énormément le fait qu'on travaille à temps plein. En ressources humaines, essaie de trouver un poste à temps partiel, c'est rare. Ouais, ça existe Toi, t'en as presque offert pas. un, mais c'est vraiment rare. Ouais, ben j'ai eu pas mal d'applications à cause de ça. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment rare. Puis c'est une difficulté que moi j'ai parce que moi, je ne suis plus capable de travailler temps plein. Donc, ben aussi, c'est que tu as plein de projets, là, tu sais, en dehors de ça. Oui, mais je travaille quand même 3 jours semaine. Tu sais, j'ai beaucoup de petits projets, finalement. OK, c'est ça. Fait qu'au global, tu as besoin quand même d'un espace... Oui, mais c'est ça, je peux plus travailler temps plein. Puis effectivement, c'est un autre enjeu. Je peux pas faire un seul emploi, je m'ennuie. Ouais. Ma douance fait que j'ai besoin d'avoir plusieurs projets en même temps puis que je puisse passer de l'un à l'autre parce que sinon, c'est ça, je m'ennuie. Donc, Mais parlons-en de ça parce que là, tu travailles avec collègues, la gang. Puis justement, j'imagine que tu as eu toutes ces discussions-là avec Marianne au moment de te joindre puis elle t'a fait de la place. Est-ce que c'est rare? Est-ce que c'était comme une des premières fois où tu sentais qu'il y avait cette ouverture-là? Oui, définitivement. C'est collègues, c'est une pépite d'or. C'est clair, c'est vraiment pas commun du tout. J'ai des conditions absolument folles. Ben, c'est sûr que je suis à temps partiel. Je fais une journée semaine pour eux. Pardon. Sinon, j'ai un horaire extrêmement flexible. En fait, c'est moi qui décide de mon horaire. Donc, je peux travailler à 4 heures le matin un lundi, puis à 21 heures le dimanche. Tu sais, je fais vraiment ce que je veux tant que mes échéances sont rencontrées, bien sûr. Donc, c'est comme quand... C'est similaire à ma vie de travailleur autonome. À ceci près que je dois faire 7 heures par semaine. Mais sinon, c'est vraiment un horaire hyper flexible. Je suis en distance aussi. Alors que mes collègues vont beaucoup plus travailler sur place. Moi, c'est exclusivement à distance, sauf une fois par mois où on a une activité d'équipe. Puis là, ben oui, je vais me déplacer parce que, tu sais... Oui, tu veux faire partie de la gang quand même, là. C'est ça. Mais tu sens que c'est comme bien compris et entendu que toi, tu sais, c'est correct que tu travailles à distance puis que tu aies cette flexibilité. Oui, c'est ça, tout à fait. Puis que je travaille à pas d'heure. Puis que, tu sais, on a une application, on est sur Slack, on peut jaser ensemble. Puis ça, la contrepartie de ça, c'est que je suis souvent super disponible si on a une question. C'est comme, ben, appelle-moi, peu importe que je sois en train de travailler ou pas, tu sais. Mais moi, dans mon organisation, on n'est pas beaucoup, mais j'ai 2 employés à temps partiel aussi qui sont avec moi. Puis nous autres, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais quand tu es une petite organisation, c'est le fun d'avoir cette agilité-là aussi. Là. Moi, elles font leurs heures quand elles veulent, puis tout ça. Mais en même temps, ça fait que je sais que des fois, peut-être qu'il y a des trucs qui vont avancer la fin de semaine ou on va avoir plus un relais. Fait que je pense que c'est multi... mais c'est quoi le mot? C'est bénéfique des deux côtés. C'est un win-win. C'est ça que ben, c'est ça. C'est exactement ça. Puis souvent, ce que je vais donner en compensation, c'est que... parce que... Ben, compensation, je sais pas si c'est le terme exact. Contrepartie?
Moi, Non? je sais même pas si, tu sais, parce que ça implique un échange, mais souvent, je vais être présente pour des urgences, tu sais. C'est déjà arrivé que je travaille un mercredi soir parce que, ben, il faut sortir quelque chose, puis, Ouais. tu sais, puis ça me va, tu sais. Oui, parce que tu es sur un beat plus de travail autonome. exactement. Quand tu as des bursts d'énergie, tu travailles. Exact. Fait que Mais c'est chiant. il y a de plus en plus de possibilités, tu sais, avec tous les outils de collaboration. Tu as parlé de Slack, il y en a plein là, qui existent, des logiciels de gestion de projet, tout ça, ça facilite. Penses-tu que ça va faciliter justement pour l'intégration de plein de personnes qui ont des besoins justement d'avoir un mode différent, conciliation, travail-vie, on va dire ça de même? Ouais, ben oui, c'est en fait ça a été prouvé que la pandémie a eu ça de bon pour les personnes neurodivergentes, c'est que on a la possibilité d'être nous-mêmes. Premièrement, on a pu à mettre le masque de la vie sociale au bureau, est-ce que on est gentil, etc. Bon, je dis gentil, mais c'est parce qu'on m'a beaucoup dit que j'étais méchante là. Ben c'est ça, mais on m'a beaucoup dit que j'étais méchante. Méchante, on t'a dit le mot méchante? Ouais, carrément, parce que j'étais trop directe. Je disais les choses un peu trop brusquement, donc ça m'a traumatisée un petit peu. Oui, mais parce que méchant, c'est différent de oui, direct. mais c'est ça, il y a pas il y a une intention que moi, j'avais pas. Mais bref, c'est un peu comme l'impact qu'il peut y avoir quand on ne sait pas que la personne est différente. Puis je sais que c'est vraiment pas la même chose avec toutes les personnes autistes, mais tu sais, mon frère, lui, il est extrêmement direct. Puis moi, souvent, je vais lui demander à lui, parce que je sais que je vais avoir une vraie réponse. Oui, mais c'est pour ça que je suis consultante aujourd'hui. Ouais. Tu sais, je suis payée pour dire les choses de façon directe maintenant, tu sais. Fait que j'ai changé de milieu pour m'adapter à ce que je suis. Puis maintenant, c'est quelque chose que mes clients valorisent parce que ils savent qu'ils ont leur juste et puis voilà. Puis on va se le dire, c'est difficile d'être honnête quand on est consultant parce que souvent, on veut plaire aux clients. Fait que là, on cherche des manières d'amener les choses, mais c'est vrai que ce qui les aide vraiment, c'est de juste dire les choses sans détour, quitte à ce qu'ils soient pas d'accord, mais tu sais, après, toi, t'as fait ta job. Ben, c'est ça. De lui dire, tu sais, c'est quoi le portrait de la situation, puis qu'est-ce que tu ferais, là. Ouais. Puis le but. Mais tu vois, moi, il y en a des avantages, tu sais, souvent aussi à la différence, puis à mélanger les approches, puis ben ça, c'en est un, je pense. Oui, ben c'est ça. C'était vraiment une question de milieu parce que, donc, dans cet environnement où j'étais apparemment méchante. J'en reviens pas encore méchante. Oui, carrément. On me disait aussi que j'avais, tu sais, parce que souvent, on va me poser un problème, puis je vais trouver comme la solution super vite, ou je vais trouver plusieurs solutions, bien. Puis on me reprochait de pas être, de pas suivre les autres, finalement, tu sais, que le chemin soit pas, j'arrivais pas à expliquer mon cheminement de pensée. OK. Puis, mais ça, c'est-tu plus de la douance ou de l'autisme? Oui, ça, c'est vraiment la douance. Fait que... Ouais, fait que les gens étaient comme pas rendus où toi t'étais rendu. C'est ça, puis c'était comme, ben là, wow, nan. Puis je voyais des problèmes avant les autres parce que, tu sais, je sais pas, ma pensée en arborescence me faisait voir plein de situations potentielles. Ouais. Puis, c'est ça m'était reproché. Alors que là, c'est ça, maintenant, je suis entourée de gens qui trouvent ça génial et qui sont... Oui, parce qu'il y a des avantages à avoir une pensée en arborescence puis à faire des liens entre les choses. C'est juste après, il faut apprendre à expliquer le chemin. Là, qui ça, c'est un défi. Mais bon, ça se développe. Tellement. Mais en tout cas, ça me bug un peu que les gens disaient que tu étais méchante. Ça me fait de la peine, tu sais, parce que il me semble que ça se ressent, là, que l'intention est pas... Oui, mais tu sais, mon visage est beaucoup plus mobile aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais beaucoup plus poker face. OK. Fait qu'on voyait pas c'était quoi mon intention. Enfin, j'imagine. J'ai pas d'explication. Mais c'est-tu quelque chose que tu as appris comme par cœur, justement? Parce que je pense encore une fois à mon petit frère, là, fait que tu peux me dire si je gosse avec ça. Non, mais tu sais, lui, je sais qu'il décode les émotions par cœur, puis souvent, il valide avec moi. OK, est-ce que tu es fâchée en ce moment? Est-ce que tu as vécu ça, toi aussi, un peu? Ah oui, définitivement. Même mes propres émotions, j'arrive pas à les décoder. C'est je me sens comme ça. Puis là, avec ma psy, j'ai réussi à dire quand je me sens comme ça veut dire que je ressens ça. Mais c'est pas forcément évident. Puis c'est vraiment de l'analyse de tête. Là. C'est pas instinctif, mais pas du tout. Fait que quand c'est chez les autres, c'est impossible. Ouais, puis souvent, je vais percevoir que l'émotion est négative, par exemple. C'est déjà avec mon copain de l'époque que je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Il y a quelque chose qui marchait pas. Il allait pas bien. Mais je savais pas quoi. Puis je savais pas quelle intention, quelle intensité ça pouvait avoir.
Puis tu sais, je posais la question, puis j'ai posé la question, puis il me disait, ben non, il y a rien. Puis t'es donc bien fatigante avec ça. Okay. Et finalement, il avait mal au ventre. C'était juste ça. Mais je le percevais, tu sais. Puis toi, tu savais pas, es-tu fâché, es-tu triste? Ben c'est ça, moi, c'était les scénarios catastrophes, ça avait pas d'allure. Wow. Puis lui, ben c'est ça, il avait juste mal au ventre. Pour moi, c'était un scénario catastrophe, puis lui, c'était tellement pas important qu'il a pas pensé me le dire que, ben je file pas, Ouais. C'était. Fait que c'est ça, ça peut. Fait que j'ai vraiment la difficulté à percevoir chez les autres. Puis je vais effectivement beaucoup valider ou dire, ben écoute, je ressens ça, est-ce que c'est ça? Puis rassure-moi finalement. Fait que je suis un peu innocente avec mes amis parce que c'est ça, je leur demande de me rassurer constamment. Mais j'imagine que c'est une habitude, tu sais, qu'on prend. Parce que moi, mon frère, c'est tout le temps ça. Là, t'es-tu fâché? T'es pas fâché? Là, je veux pas être méchant. Là. C'est correct que je te dise, c'est beau, Vincent. C'est ça. Est-ce que tu m'aimes encore? C'est beaucoup ça. Moi, je suis pas autiste, puis je dis ça tout le temps à Charles. Mais c'est ça. Mais oui, mais puis j'imagine que le diagnostic, c'est tantôt, t'as dit ça. Ou je pense que j'ai dit que j'ai entendu sur ton podcast que tu avais nommé que ça avait été une délivrance. Ah, oui. Mais là, c'est ça que ça vient expliquer aussi, toutes les nuances de OK, pourquoi je décode peut-être pas des fois certaines choses. Ou... Pourquoi je me sens différente, pourquoi, j'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup la théorie de la pensée que j'ai eu des difficultés. La théorie de la pensée, c'est de concevoir l'idée que d'autres gens peuvent penser différemment de soi et n'ont pas accès forcément à toutes les informations auxquelles nous, on a accès. Donc, si je vais analyser une situation, je vais avoir de la difficulté à concevoir l'idée que d'autres peuvent l'analyser de façon différente ou peuvent ne pas voir l'information. Ou que, tu sais, si je le sais que, je sais pas moi, tu sais, il y a des travaux chez nous. Ben, je vais prendre pour acquis que les autres autour de moi, je leur ai dit ou qu'ils le savent ou peu importe. Et donc, ça va évidemment mener à des quiproquos, des problématiques parce que je comprends pas. OK, t'as pas le réflexe de faire comme, attends, lui, il part de où dans sa tête? Exact. Fait qu'au travail, c'était problématique parce que j'étais fâchée noire que les gens ne voient pas la situation de la même façon que moi. Ça, surtout quand ça touchait mes valeurs, là, c'est sûr que ça touche un nerf sensible, mais je ne comprenais pas. Et donc, les autistes ont beaucoup discuté avec cette théorie de la pensée-là, qui est de concevoir que l'autre n'a pas le même cerveau que nous, finalement. Donc, ça a été problématique. Puis c'est ça. Est-ce que ça a un lien avec l'empathie? Parce que, je te demande ça parce que j'ai rien lu là-dessus, mais je suis allée une fois dans un regroupement de personnes autistes Asperger avec mon frère, justement, puis les personnes parlaient qu'eux, ils ressentaient, il y avait de la difficulté avec l'empathie, puis ils m'avaient fait faire un test là, pour dire est-ce que... Ouais, mais eux parlaient de ça, fait que je me demandais si c'est... Pas dans le sens qu'ils étaient pas... comme soucieux des autres, plus dans le sens qu'ils ressentaient pas, tu sais, ils réalisaient moins. Ben, ça, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup, hein, que les autistes sont pas empathiques. Je pense qu'il y a une différence à faire entre sympathie et empathie. La sympathie, c'est vraiment de se mettre à la place de l'autre, tu sais, vraiment, puis de vivre la situation au diapason de l'autre. L'empathie, c'est plus d'être désolé pour l'autre, par exemple, si la situation est triste. Puis ensuite, on va essayer de trouver, on va être empathique à la situation de l'autre, là. C'est pas, je pense qu'on va ressentir quelque chose, puis on va vouloir trouver des solutions pour la personne. Mais on ne va pas dire, pauvre chouette, puis taper sur l'épaule, tu sais, on va pas faire ça, là. Tu vas être moins, peut-être investi, mais ça te préoccupe quand même. Ben, c'est ça. Moi, je suis toujours, OK, ben, on va trouver des solutions. Puis, ou bien, tu sais, mais sinon, je sais pas, comme j'étais allée au salon funéraire cette semaine, puis j'avais aucune idée quoi dire à mes amis, là. Mais tu ressentais quand même. Ben, c'est ça, j'étais sparkée, j'étais comme, ben, c'est pour ça que je suis là, mais maintenant que je suis là, ben, OK, oui, c'est c'était triste. juste le comment se comporter, ou, tu sais, quand tu parlais de décoder l'émotion exacte, là, c'est peut-être, ben, je sais pas, j'avance des affaires, là. C'est ça, dans le fond, un peu de dire, ben, OK, tu sais, je sais qu'elle est triste, je sais que elle vit telle affaire, mais dans le moment, je sais pas quoi dire. Ben, c'est ça, moi, nuance. Si j'ai pas de solution, ma façon d'être empathique à ta situation va être d'amener des solutions. Si j'en ai pas, je sais pas quoi te dire. Mais je vais être là, par exemple. Puis c'était important pour moi d'aller au salon funéraire pour le père de mes amis parce que je savais qu'elle allait être triste puis que c'était important que je montre que j'étais avec elle, mais j'avais aucune idée quoi dire. Ben, il n'y a rien à dire non plus, ben, des fois, dans cette situation, on s'entend. Fait qu'il y a vraiment une différence à faire, je pense que... Puis on nous dit beaucoup à nous, autistes, qu'on n'a pas d'empathie ou de sympathie, puis je pense que c'est faux. On va ressentir quelque chose pour l'autre, c'est juste qu'on
on va mal évaluer la situation, forcément, si on est dans le domaine de l'émotion, puis on ne saura pas quoi dire pour consoler la personne. Oui, bien c'est ça, puis ça m'avait surpris, mais c'est ça, vu que ça venait un peu du groupe, je sais pas, ça m'a flashé, puis je me suis permis de te demander, là, mais... Ben oui, mais on nous le dit beaucoup, fait que forcément, on le croit, mais non, de plus en plus, les autistes disent, ben non, c'est pas vrai, on est empathique, on est juste pas sympathique. Oui, ben mon frère, encore une fois, mais tu sais, je le ressens, il veut toujours être gentil, pas faire devant la personne, se soucier des émotions. Fait que forcément, c'est ça. Puis je pense que c'est le cas de tout être humain ou presque qui est pas méchant. Oui. Ce que tu n'es pas, clairement, je fais écho à ce qu'on me disait, là. Oui. Puis sinon, mettons qu'on revient aussi au monde du travail, puis tout ça, là, t'as dit, bon, là, je sens que ça évolue, les mentalités changent un petit peu. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des gens qui veulent poser des gestes, en fait, pour être sûr qui sont inclusifs? Est-ce que est-ce qu'il faut mesurer ça, à savoir est-ce qu'il y a des personnes neurodivergentes dans l'organisation ou on le fait pas puis on fait simplement mettre des pratiques inclusives en place puis mentionner aux gens que il y a des accommodements possibles? Comment tu le suggères? Mélange les deux. C'est sûr que la neurodivergence n'est pas à déclaration obligatoire, donc on va pas forcément le savoir que les gens sont neurodivergents, surtout qu'il y a une espèce de tabou, forcément. C'est un handicap, sauf pour la douance. Ça, c'est pas un handicap, la douance, mais les autres sont des handicaps, donc, ou des situations de handicap, c'est selon ce que la personne ressent. Donc, c'est vraiment une déclaration personnelle. Veux-tu faire la distinction entre un handicap et la situation de handicap? Je trouve que c'est important de le faire. Handicap, ça va être propre à l'individu. Donc, par exemple, je me considère handicap personnellement maintenant parce que même pour des choses que j'aime faire, je vais avoir de la difficulté. Donc, personnellement, je me considère handicapée. En situation de handicap, le focus va être beaucoup plus mis sur l'environnement. Donc, une personne en fauteuil roulant devant un escalier est en situation de handicap. Ouais. Mais elle ne l'est pas forcément si y a une rampe. Ouais. Donc, il y a vraiment une différence à faire entre les deux. Et c'est propre à chacun parce que il y en a qui... je connais les autistes qui refusent de dire qu'ils sont en situation de handicap et on parlera même pas du handicap. Moi, je suis à l'aise avec cette étiquette-là, mais c'est récent. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Et c'est pour savoir si la personne est handicapée, c'est selon ce que la personne va dire en organisation. Donc, si je sais pas moi, si c'est évident que j'ai un handicap, mais que je le déclare pas, que je coche pas la case, ben, officiellement, je ne le suis pas. Donc... faut respecter, en fait, si les gens ont envie de dire qu'ils sont handicapés, d'avoir cette étiquette-là, comme tu c'est ça. Ben, c'est parce que les programmes d'accès à l'égalité en emploi, c'est vraiment... c'est vraiment selon ce que la personne va dire. Donc, on se base un peu là-dessus. Donc, on va se baser là-dessus, en fait. Donc, c'est propre à chacun. Donc, on ne saura pas forcément que nos gens sont issus de la neurodiversité. Mais en même temps, il y a 20% de la population qui l'est, fait qu'on doit se douter qu'il y en a dans c'est tant que ça. Je ne savais pas que c'était si élevé. Ben, les chiffres, c'est entre 15 et 20%. Mais 20% revient assez souvent. Fait que, mais ça inclut tout le spectre de la neurodiversité. Ben, de la neurodivergence, en fait. Divergence, oui, excuse-moi. Parce que dans la neurodiversité, il y a les neurotypiques. Mais c'est ça, une personne sur 5 qui est neurodivergente, donc il y en a. C'est sûr qu'il y en a dans l'organisation, c'est juste pas... Ben, soit que la personne le sait pas, soit qu'elle veut pas le dire, soit que on le sait, soit qu'elle juge que c'est pas pertinent. Bref, il y a tous les cas de figure qui sont possibles. Mais c'est ça. Fait qu'on peut se baser sur ceux qui déclarent l'être, puis s'adapter à leurs besoins. Donc, offrir des possibilités en fonction de ce qui... Comme toi, avec collègues, vous avez eu des conversations franches. Toi, tu étais rendu là dans ta vie, tu en as parlé. Vous avez adapté les choses en fonction de ça. Mais dans une organisation où, par exemple, avant, tu n'aurais pas été prête à le dire, ben juste d'avoir des mesures pour le groupe en considérant que... Oui, ben j'ai mon emploi avant collègues, je l'ai dit. OK. J'avais une lampe parce qu'il y avait des néons dans le bureau. Oui, c'est vrai, tu l'as dit tantôt. Oui. Ben non, mais tantôt, je parlais d'une autre job. Le néon est assez constant dans ma carrière. Mais dans cet emploi-là en particulier, on m'a fourni une lampe
Donc, que je pouvais allumer à la place du néon. Puis mes Ok. collègues étaient tous contents parce qu'eux aussi, le néon les gossait. Ah ouais, mais oui. Mais, Mais qui aime les néons? Genre, je comprends. À part Charles, là, qui en a mis dans son studio parce qu'il a besoin des clés. Il dit non. Il aime pas ça non plus. Mais ça, des fois, t'as pour la lumière de la Ouais, caméra. c'est là. ça, c'est quand même pratique, Ouais, là, ouais, les néons. ouais. Mais c'est ça, y a-tu quelqu'un qui aime ça, effectivement? C'est ça. Non, c'est bizarre un peu que ça se soit comme autant répandu. Standardisé, ouais, c'est ça. Mais c'est parce qu'on voit bien. Puis ça dure longtemps. Ouais, Puis, c'est ça. c'est ça, c'est juste pratique, là, mais... Ouais. Ouais. C'est ça, se baser sur ceux qui se déclarent neurodivergents. Sinon, ben, d'annoncer les pratiques que nous, on met en place, de le déclarer publiquement. Parce que la personne qui ne va pas vouloir le dire, elle va peut-être vouloir ces mesures adaptatives-là sans ouais. dire pourquoi. Fait qu'en fait, quand on met en place des mesures adaptatives comme ça, c'est intéressant de ne pas demander pourquoi on en a besoin. OK, de dire, donc, si vous ressentez le besoin de ABC, C'est ça. chez nous, on a cette flexibilité-là, blablabla. Ben, c'est ça. Fait que, par exemple, l'horaire flexible, ben, en fait, chez collègues, il est là à tout le monde. C'est juste que les autres, habituellement, préfèrent travailler sur des heures de bureau, Ouais. par exemple. Même chose pour le télétravail. C'est offert à tout le monde, mais ils préfèrent aller au bureau parce que c'est plus sympathique. Ouais. Fait que dans le fond, tu te sens pas que c'est juste parce que t'es dans une case à part. Bon, ben là, Solène, elle est autiste, donc Solène Oui, c'est ça. peut... C'est ça. Ouais. Mhm. Exactement. C'est Puis, juste que moi, je dis que je fonctionne comme ça, mais les autres pourraient le faire, sauf notre adjointe administrative qu'on aime beaucoup et qui doit être au bureau de temps en temps. Mais, Ouais, parce qu'il y a un côté accueil client. Ben, il y a un enjeu de présentiel, mais outre elle, les autres peuvent le faire comme ils veulent aussi. Là. Mhm. Ben écoute, c'était super le fun et éclairant de te recevoir. Puis tu sais, je sais que ça touche énormément de gens. Puis je savais pas qu'il y avait une personne sur scène quand même. Oui, c'est énorme. C'est quand même énorme, mais ça doit expliquer aussi l'engouement autour de votre podcast parce que vous avez les neurodivergentes, divertissantes, voyons. Les neurodivertissantes, vous abordez plusieurs aspects justement de la neurodiversité, puis vous êtes le fun en plus à écouter. Vous avez merci. vraiment une super belle vibe. Fait que j'ai invité les gens qui connaissent pas déjà votre podcast pour en savoir plus à aller écouter tous les épisodes. Puis en plus, maintenant, vous avez des invités. Donc, on en a quand même depuis quelques mois. Là, mais là, on vient d'avoir une batch, là, plein d'invités. Une tous batch? Oui, c'est ça, une batch de plein d'invités. Puis ouais, en plus, un mot anglophone. Et boy. Ah, écoute, je suis vraiment pas très bonne là-dessus. Moi, je suis toujours dans l'anglicisme, malheureusement. Ouais, ben moi, je suis réputée pour le fait que j'aime beaucoup parler en français. Oui, mais, et écrire sans faute et tout ça. Exact. Mais c'est ça, on vient d'avoir plusieurs invités, l'un à la suite de l'autre, qui étaient tous plus intéressants les unes que les autres. Donc, J'ai hâte d'aller écouter ça. Voilà. Ben merci beaucoup. Là-dessus, je te dis, on se reparle. C'est sûr que tu vas revenir au podcast à un moment donné. Puis ça m'a vraiment fait plaisir de te recevoir. Merci, Solène. Merci à toi. Bye bye. Bye bye.